Bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass et cette rencontre virtuelle avec le réalisateur Philippe Lacotte. L'Institut français cette année est très heureux de s'associer de manière renouvelée au festival Cinémania, qui a su se réinventer et se redéployer en format numérique pour pallier à la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, on dresse un peu un trait d'union numérique entre Paris, Montréal et Abidjan. On connaît bien Philippe Lacotte et on est très heureux de la sortie prochaine de La Nuit des Rois sur le territoire canadien. La Nuit des Rois, c'est un projet qu'on avait sélectionné en 2018 dans le cadre de la Fabrique Cinéma au Festival de Cannes, à l'occasion des 10 ans du programme. On suit le travail de Philippe Lacotte depuis longtemps, on avait beaucoup apprécié son projet Run en 2011 et on est très heureux que La Nuit des Rois ait cette carrière aujourd'hui. La Fabrique Cinéma, c'est un programme d'accompagnement aux projets de films en développement issus des pays du Sud et émergents. Et la preuve est que c'est un beau programme d'accompagnement au vu de la carrière de La Nuit des Rois. Alors aujourd'hui, je voudrais passer la parole tout d'abord à Monsieur Frédéric Sanchez, qui est le consul général de France à Québec, et qui va vous présenter le partenariat du consulat général avec le Festival Cinémania. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement Guillaume Caillard, qui est le directeur du Festival Cinémania, qui va animer et modérer cette rencontre avec Philippe Lacotte. Je suis très heureux d'être parmi vous avec cette vidéo pour introduire la classe de maître de Philippe Lacotte à l'occasion de la sortie et de la diffusion du film La Nuit des Rois dans le cadre de Cinémania. Le Consulat général de France est partenaire de Cinémania de longue date et nous sommes partenaires évidemment également de l'Institut français qui intervient dans ce cadre et tous ensemble nous sommes heureux de proposer ce magnifique festival qui vit sa 26e édition. Cette classe de maîtres va vous donner l'occasion de découvrir ce film et cette belle coproduction entre la Côte d'Ivoire et le Canada, impliquant l'Afrique et l'Europe, la France et le Sénégal. Bon film à tous et bonne classe de maîtres. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être là. À mon tour de remercier l'Institut français, partenaire de cette 26e édition du Festival de films francophones Cinémania, et en particulier Émilie Boucheteil, directrice du département cinéma, et toute son équipe qui ont rendu possible finalement cette discussion préenregistrée entre Paris et Montréal. Alors, en ces temps de pandémie, les cinéastes des œuvres que nous présentons au festival ne peuvent malheureusement pas assister physiquement, comme nous en avons l'habitude, aux projections publiques, à nos classes de maîtres, mais leurs films, eux, voyagent. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui plus que jamais, tandis que les spectateurs se retrouvent en quelque sorte confinés dans leur cocon, tandis que beaucoup d'images et de propositions leur sont offertes sur de nombreuses plateformes. Les festivals en ligne, spécialement en 2020, comme Cinémania, ont un rôle essentiel à jouer. La Nuit des Rois, qui a récemment été montrée au Festival de Venise, de Toronto, de New York, de Namur en Belgique ou encore Busan en Corée du Sud, est un titre qui est particulièrement important au sein de la sélection 2020 de Cinémania. D'abord parce que c'est notre film de préouverture qui, un jour avant le lancement officiel de la 26e édition, va apporter une teinte à celle-ci. Et dans ce cas, pour nous, c'est une grande teinte francophone. Dès sa première sélection en section Horizonti à la Mostra de Venise, la critique a été très positive et il y a une aura qui s'est construite autour de ce long métrage, le second réalisé par Philippe Lacotte après Run, que l'on a découvert en 2014 en sélection Un certain regard du Festival de Cannes. Alors Philippe, vous êtes franco-ivoirien, vous êtes né, vous avez grandi à Abidjan avant de faire des études en France, où vous êtes diplômé en linguistique. Vous évoluez dans l'univers de la cinéphilie toulousaine, notamment en tant que projectionniste dans un cinéma,
le Cratère, une salle art et essai qui existe d'ailleurs toujours. Et vous commencez à réaliser des courts-métrages dans différents formats. Le 16 mm, par exemple, avec Somnambule en 1993, le 35 mm avec Le Passeur en 1995, qui marque aussi, et c'est important, on y reviendra, votre première collaboration avec l'acteur français Denis Lavant. Vous intégrez l'ATRIA. Alors l'ATRIA, c'est pour Association technique de recherche et d'information audiovisuelle, qui était une structure d'aide à la réalisation et à la production de films africains. Vous le dites, un point de rencontre majeur pour de nombreux réalisateurs africains et du Sud. Cette association qui a roulé pendant 25 ans, et malheureusement n'existe plus aujourd'hui, vous a permis, là aussi je cite ce qui sort de nos discussions, de réfléchir sur ce qu'est un cinéaste africain. Votre troisième court-métrage poursuit une approche, on va dire, un peu plus expérimentale dans la lignée de La Jetée de Chris Marker. C'est l'affaire Limbitsky que vous co-réalisez avec Delphine Jacquet en 2001. Et puis 2002 marque une sorte de scission, un moment clé dans votre carrière. Vous revenez en Côte d'Ivoire avec en main un projet documentaire intitulé Chronique de guerre en Côte d'Ivoire, que nous allons également montrer lors de la 26e édition de Cinémania. Et sans en dire davantage, je voudrais qu'on commence par regarder un extrait de ce film qui permet de comprendre d'une certaine manière la genèse de La Nuit des Rois. C'est ici, dans la banlieue d'Abidjan, que j'ai découvert la magie du cinéma rituel. Degré zéro qui ne m'a jamais quitté. Sur la tête de Mathussem. C'est difficile parce que les joueurs ont beaucoup attaqué. Je suis un petit peu aussi de la chaleur. Nous étions 120, nous les enfants de Ouassakara, marquant notre territoire dans les rues de sable et les recoins mal éclairés. Il y avait Billy, il y avait Château, il y avait Sobaldé, Bacchus, Bébencho, Barbe Noire. Tout nous fascinait. L'écran nous fascinait. La lumière du projecteur nous fascinait. Le cinéma nous envoûtait. Il était le lieu où tout était possible et en même temps vrai. La force du rêve, associée à l'action concrète. Assis dans la salle obscure, traversée par le faisceau lumineux qui plongeait au-dessus de nos têtes, nous recevions un peu de ce pouvoir qu'ont les héros de disparaître, de mourir et de renaître. Le jeu de la mort, le crépuscule des crapules, Shaolin contre le dernier ninja, Massis contre les Mongols, pas de repos pour les salopards. Les hommes préfèrent les grosses, les Suédoises font de l'autostop. Alors Philippe, cet extrait parle de vos premiers contacts avec la projection cinématographique, le cinéma de quartier, vos souvenirs. Vous évoquez aussi un ami d'enfance, Barbe Noire, qui, vous le dites plus tard dans le documentaire, est tombé au bout du chemin. Et Barbe Noire, c'est aussi le nom que vous choisirez des années plus tard pour un des personnages de La Nuit des Rois. Alors bref, pouvez-vous nous dire en quoi Chronique est un point d'ancrage dans votre cinéma? Merci déjà pour cette invitation. Je dirais que Chronique de guerre en Côte d'Ivoire, au départ ça ne s'appelait pas Chronique de guerre en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'y avait pas de titre, et que l'objectif c'était de venir faire un documentaire sur mes amis d'enfance et sur mon quartier. Et donc 3 jours après mon arrivée, il y a eu le début de la rébellion et la tentative de coup d'État sur Abidjan, donc le 18 septembre 2002. Et à partir de là, j'ai filmé mon quartier pendant les 3 premières semaines de couvre-feu. Voilà, donc c'est un film qui est né dans l'urgence, c'est un film ce sujet-là n'était pas prévu. Et Chronique, c'est le film qui m'a permis de revenir en Côte d'Ivoire, de filmer en Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, j'étais cinéaste, mais je n'avais jamais filmé en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il me manquait ce territoire-là. Parce que je faisais des courts-métrages en noir et blanc, en 35 mm, assez expérimentaux, assez impressionnistes comme ça. Non, assez expressionnistes.
Et quelque part, j'étais dans un monde un peu qui n'était pas nommé, mais j'avais pas vraiment, ces courts-métrages sont beaux formellement, mais ils n'avaient pas d'ancrage, ils n'avaient pas de territoire. Et c'est ce territoire-là, je pense que Chronique m'a amené et a amené aux autres films qui ont suivi. Ce qui m'amène à évoquer la prison, vous y faites souvent référence dans Chronique. Et la Nuit des Rois, on le sait, donc se passe dans une prison, la Maka, qu'on dit être la plus peuplée d'Afrique de l'Ouest. J'aimerais que vous nous parliez de la prison, de votre rapport personnel à celle-ci. Ben, la prison, j'aimerais dire déjà que par rapport au monde occidental, la frontière entre la possibilité d'aller en prison dans un pays comme la Côte d'Ivoire peut arriver plus facilement qu'à Paris ou à Montréal. Voilà, la frontière entre la prison et la non-prison est des fois très mince. On peut être en prison parce qu'on s'est retrouvé au mauvais endroit, on peut être en prison parce qu'on est pauvre et qu'on a eu un problème avec quelqu'un qui est riche, on peut être en prison parce que quelqu'un qui est riche ne vous aime pas, on peut être en prison pour différentes raisons. Et donc, en fait, ce n'est pas un monde hermétique, c'est un monde où il y a beaucoup plus de passerelles. Et la prison de la Maka, elle est dans mon quartier, elle est dans la commune de Yopougon, qui est une banlieue d'Abidjan qui fait 1 500 000 habitants, et elle est entre Yopougon, qui fait 1 500 000 habitants, et Abobo, qui fait un peu plus. Donc, autant dire que ce sont ces deux communes populaires qui forment le gros du peloton des détenus de la Maka. Donc, quand vous habitez à Yopougon, obligatoirement, vous avez des amis qui sont passés par la Maka. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il y a beaucoup de gens là-bas qui ne sont pas cinéastes et qui connaissent aussi des gens à la Maka et qui ont ce rapport-là. Simplement, c'est une prison que moi je connais depuis l'enfance parce que ma mère y était pour des raisons politiques sous Houphouët-Boigny. Et donc c'est une prison que j'ai beaucoup visitée pour aller voir des amis, pour aller voir des frères, pour aller voir ma mère qui était pour des raisons politiques. Et du coup, comme c'est une prison que je visitais en étant très très jeune, 8 ans, 9 ans, j'ai gardé comme ça un lien avec cet endroit-là. Et donc plus tard, ça m'est arrivé de faire des ciné-clubs dans des prisons, de faire un tour de France des centrales pour présenter le film, le court-métrage Affaire Libinski. Et aujourd'hui, la prison, c'est un lieu que je vais voir régulièrement. Et c'est vrai que quand j'arrive dans un pays, la première chose que je fais, c'est de trouver un moyen, si je reste assez longtemps, de trouver un moyen pour aller visiter la prison. Une prison, parce que ça dit beaucoup de choses sur chaque pays. Qu'est-ce que vous reprochez, enfin reprocher c'est peut-être un grand mot, je ne sais pas, vous allez nous dire, mais au récit, au film sur la prison d'aujourd'hui, qu'on trouve dans le paysage cinématographique? On généralise un peu, mais qu'est-ce que vous reprocheriez éventuellement? Non, je leur reproche pas grand-chose, simplement le film de prison aujourd'hui est un film de genre, avec ses codes. Donc moi j'ai utilisé ces codes, mais j'avais envie de raconter une autre histoire. En fait, je ne cherchais pas à faire un film de prison pour impressionner les spectateurs, ou je ne cherchais pas à faire un film de prison pour dénoncer les conditions des prisonniers. Ça ne veut pas dire qu'elles sont magnifiques, mais ce n'était pas mon propos. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer la société des prisonniers, c'est-à-dire comment la communauté des prisonniers arrive à recréer un monde avec ses codes, avec ses langages, avec sa cosmogonie, avec ses croyances. Et c'était ça qui m'intéressait de montrer et d'aller au bout de ça avec ce rituel de roman qui est un rituel qui est réel dans la prison de la Maka. Moi, je l'ai dramatisé plus parce qu'il ne va pas jusqu'à la mort, mais roman, c'est une pratique réelle qui existe à la Maka. Voilà. Et donc, pour moi, la prison était un support pour raconter, pour dire la force des histoires et pour raconter comment les prisonniers pouvaient produire du récit, comment la prison est un lieu qui produit aussi du récit. Et dans cette société que vous décrivez dans le film, on va voir quelques images. Dans quelques instants, il y a le Dangoro, donc le chef. Vous pouvez nous parler de ce personnage qui est en l'occurrence ici interprété dans votre film par Steve Tienche? Le Dangoro, c'est le chef de la prison. C'est une prison, la Maka, dans mon film en tout cas, est une prison qui est gouvernée par un détenu. C'est-à-dire qu'il y a un détenu qui a tous les pouvoirs. Ce personnage, il porte le nom d'un ami d'enfance, comme on l'a dit au départ, qui s'appelle Barbe Noire, mais il est surtout inspiré de Yaku le Chinois, qui était un vrai personnage en prison, qui est mort maintenant.
Et Yakou le Chinois, c'est quelqu'un qui était gangster, qui est devenu rebelle et qui est reparti en prison parce qu'en étant rebelle, il a commis un crime. Mais à un moment, quand on s'est retrouvé avec des milliers d'opposants en prison, il fallait quelqu'un pour les tenir. Et donc Yakou le Chinois est devenu le chef de cette prison. On a des images sur les réseaux sociaux où il fête son anniversaire. Il profite d'une animation d'une ONG pour fêter son anniversaire avec des danseuses. Il jette de l'argent, des billets flambant neufs à tout le monde. Voilà, donc j'avais envie de montrer un personnage comme ça qui contrôle la prison. Mais le Dangoro, dans mon film, il est dans une situation assez spéciale. C'est qu'il y a une loi de la Maka dans la Nuit des Rois. Ce n'est pas une vraie loi de la Maka. Dans la Nuit des Rois, le chef, le Dangoro, doit se donner la mort quand il est malade et qu'il ne peut plus gouverner. Voilà. Donc il y a cette épée de Damoclès. Il a tous les pouvoirs, mais il y a cette épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête. Et donc le film commence quand Barbe Noire est malade, quand il n'arrive plus à très bien respirer et quand son autorité est contestée par des jeunes lascars. Le premier personnage, effectivement, qu'on voit lorsque le roman arrive dans la prison, c'est lui qui le regarde à travers les barreaux. Alors, sans plus tarder, on va peut-être regarder un extrait qui correspond à la première prise de parole publique de ce fameux roman dans la Maka. Si Dieu dit que tu seras meurtrier, alors tu seras meurtrier. Là-bas, on t'a dit quoi ici? Si Dieu dit que je suis roman, celui qui doit vous raconter des histoires toute la nuit, alors je suis roman. Alors j'aimerais profiter de cet extrait pour parler de la prison comme lieu de production de récits. D'abord, première question, qui est ce personnage de roman et justement comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce personnage? Ben la fonction de roman, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fonction réelle qui existe à la Maka. Donc j'ai eu à rencontrer, lors de mes repérages, j'ai eu à rencontrer un ancien détenu qui était roman en prison et donc qui m'a raconté comment ça se passait. Donc c'est un ami d'enfance qui sortait de cette prison de la Maka et qui un jour m'a raconté cette histoire. Et donc tout de suite j'ai vu un dispositif, j'ai vu un personnage. Et dans mon film, Roman, c'est un jeune pickpocket qui traîne dans les rues d'Abidjan, qui ne vit pas avec sa famille, qui vit avec sa tante, qui est griotte, qui vient d'un quartier très populaire et qui traîne avec des groupes de microbes, qui traîne avec Zama, qui est un chef de gang, qui vient aussi d'un personnage réel. Et donc, Roman va se faire arrêter au moment où Zama est lynché par la population. Il se fait arrêter juste après, parce qu'il était avec Zama, et il se retrouve en prison. Et il arrive en prison au moment où il y a une lutte de pouvoir entre les chefs, et donc il va être utilisé par Barbe Noire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un parcours initiatique aussi pour le personnage de Roman. Parce qu'il est obligé de raconter des histoires. Il vient d'une tante qui est griotte. Il a assisté toute son enfance. Il a accompagné sa tante qui racontait des histoires dans les baptêmes, dans les mariages. Donc du coup, il y a une sorte d'hommage ou de lien, en tout cas avec la fonction de griot, qui sont les conteurs, les historiens et les chanteurs de louanges en Afrique de l'Ouest. Et cette prison comme lieu de production alternative de récits, j'aimerais vous entendre, parce que je pense que c'est ce que vous avez vraiment voulu mettre en scène dans le film, la production de récits, des différents niveaux de récits. Est-ce qu'on pourrait parler de... Aujourd'hui, ce qui est intéressant politiquement, c'est de dire qu'en tant que narrateur aussi, en tant que réalisateur qui cherche à raconter des histoires, c'est important de dire que les récits, l'imaginaire, la création de récits ne vient pas forcément d'endroits qui sont propres, qui sont parfaits, qui sont reconnus officiellement. Voilà. La production de récits, il est important de dire qu'elle se fait partout. Quand on voit Souvenir de la maison des morts de Dostoïevski,
ben on voit bien qu'il y a du récit. On voit bien qu'il y a des personnages qui ont déjà des histoires, qui racontent leurs histoires et qui fabriquent des récits. Et pour moi, c'est important aujourd'hui d'avoir ce regard-là sur la prison. Les prisonniers ne sont pas que des victimes ou les prisonniers ne sont pas que des coupables. C'est une société qui est créée et cette société-là, comme toute société, invente sa culture, invente son langage et invente ses mythologies. Alors, ce qui vous a intéressé également, c'est de parler de la prison comme lieu de désir au pluriel. Vous avez construit une dizaine de personnages qu'on voit évoluer à des degrés différents. Il y a notamment le personnage de Sexy. Il y a aussi, donc, qui incarne un désir plus physique, charnel, sexuel. Également, on retrouve le désir érotique avec Roman, mais aussi le désir héroïque. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces désirs et de vos observations, de la manière dont vous avez adapté la mise en scène pour illustrer le désir? Mais en fait, je suis un grand fan de Jean Genet. Et donc Jean Genet est quand même une des personnes qui a posé un des écrivains qui a posé un des regards les plus singuliers sur la prison et qui a vraiment construit une pyramide de désir qui est proportionnelle à la pyramide du crime. C'est-à-dire que dans les pièces ou dans les romans de Jean Genet, ben, on regarde tous vers le dernier étage, tous les prisonniers regardent vers le dernier étage, tous les prisonniers rêvent d'être dans le lit du condamné à mort qui est au dernier étage, celui qui a le crime le plus important et celui qui va passer sous la guillotine ou celui qui va partir au bagne à Cayenne. Donc il y a toute une mythologie comme ça et j'avais envie que cette prison fonctionne autour de désirs très forts. Le désir déjà qu'on a sur Roman, les projections qu'il y a sur Roman. Parce qu'en fait le vrai Roman dans la prison de la Maca, j'ai pas eu le temps de développer ça dans le film, mais la journée il est traité comme un prince. Il a droit au sexe, il a droit à tout ce qu'il veut la journée, on lui fait des cadeaux, on lui fait des offrandes, et la nuit il doit raconter. Et cette situation-là m'intéressait. Et aussi parler du désir sexuel aussi en prison, avec ce personnage de Sexy, parce que en fait j'avais pas envie de faire un film uniquement masculin, mais le fait que les prisons soient séparées entre hommes et femmes, et que je sentais plus la possibilité de raconter une histoire chez les hommes, ça faisait que j'étais du côté masculin. Et donc le personnage de Sexy, c'est un personnage qui me ramène en tout cas du féminin dans cette histoire. Oui, qui est-il le personnage de Sexy d'ailleurs? Le personnage de Sexy, c'est un personnage assez particulier. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est adoré en privé et qui est humilié en public. Voilà. Donc c'était une manière aussi de poser toute la question de la sexualité en prison et du désir et de comment ce désir-là est vécu. Est-ce qu'il est assumé? Est-ce qu'il n'est pas assumé? Et donc Sexy, dans le film, elle a une pièce rouge où elle reçoit les prisonniers, où elle fait payer, mais en même temps, en tant que personne, elle a une histoire d'amour avec un des chefs Lascar. Voilà, donc on oscille comme ça, dans ses désirs aussi, et comment ces désirs vont participer à l'intrigue dans la lutte de pouvoir. Alors, sans trop de donner de précision, effectivement, elle est au cœur d'une lutte, on va dire, de pouvoir, une lutte politique, ce qui nous permet aussi de parler de cette prison comme lieu d'intrigue de pouvoir, comme la prison politique. Alors, depuis qu'on a annoncé le film à Cinémania, il y a des spectateurs qui nous demandent, qui nous interrogent sur le lien avec Shakespeare. Évidemment, ça nous vient tous en tête, le titre, La Nuit des Rois. Puis, la prison que vous mettez en scène, elle est constituée de cellules, de semi-cellules, on va dire, avec des toiles qui sont tendues à différents endroits. Et souvent, ces toiles, vous les utilisez pour mettre en scène des regards de personnages qui écoutent des conversations, qui manigancent, qui font des manigances. Il y a tout un jeu que vous avez cherché à mettre en scène. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La Nuit des Rois, déjà le titre effectivement fait référence au titre français de la pièce de Shakespeare. Donc quand on parle quand on intitule ce film La Nuit des Rois, ça veut dire déjà quand on va vers Shakespeare qu'on est dans des intrigues, qu'on est dans des intrigues de pouvoir. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment de traiter une succession. Et là, c'est particulier à la prison, mais c'est particulier au pouvoir surtout. C'est-à-dire, il y a un chef qui est en train de mourir, il y a des prétendants qui s'affrontent autour d'un jeune homme qui a une fonction. Donc, le chef, c'est Barbe Noire qui cherche à gagner du temps. Donc, plus Roman pourra raconter
et plus les prisonniers seront contents, et plus ça durera longtemps, cette euphorie, et plus Barbe Noire gagnera quelques jours ou quelques semaines, et moins il pourra raconter, et plus les adversaires de Barbe Noire pourront tirer leur épingle du jeu. Donc j'avais envie d'analyser toutes ces positions de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le continent africain, par la brutalité de sa politique, par le manque de démocratie, est un territoire très, très, très intéressant pour regarder les rapports de force qu'il y a dans la politique, les enjeux et rapports de force qu'il y a dans la politique. Et je pense qu'aujourd'hui, au moment où on fait cette interview, à quelques semaines des élections en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a personne qui me contredira. Oui, c'est certain qu'on peut facilement y voir une manière pour vous de faire écho à la surpolitisation de la vie politique et la violence de la vie politique de la Côte d'Ivoire depuis une vingtaine d'années. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans votre cinéma. J'aimerais qu'on regarde maintenant un extrait qui va nous permettre de parler du corps en prison. Il s'agit d'une scène où, pendant que Roman raconte, et on le voit à plusieurs reprises dans le film, il y a des scénettes qui sont mimées par d'autres prisonniers. Mimées, dansées, chantées, donc le corps entre en jeu. C'est parmi les enfants de la rébellion que Zama King a recruté ses premiers éléments. Pythagore, Noiro et Danger Plus. Avec eux, il a créé son propre gang, surnommé les Microbes. Ils se sont donné ce nom par rapport à un film brésilien, La Cité de Dieu. Il connaît ce film-là. Tous les soirs, il lançait Opération Ville Propre. Ouais. Il nettoyait tout sur le passage. Zama King et son gang arrivaient près d'une rue animée de bars et de restaurants. Les plus petits faisaient semblant de se battre entre eux. Les gens venaient autour d'eux pour savoir ce qui se passait. À ce moment-là, les autres microbes sortaient de leur cachette et entouraient les curieux. Les microbes étaient 20 ou 30. Ils fouillaient chaque personne. Ils prenaient les téléphones et l'argent. Ceux qui cherchaient à résister étaient blessés au couteau ou à la machette. Quand la police arrivait sur les lieux, Zama King et son gang avaient déjà disparu. Voici comment Zama King et les microbes ont terrorisé Abidjan pendant 2 ans. Jusqu'à ce jour. Alors là, on le voit, vous avez beaucoup travaillé le corps pour, comme un niveau de récit supplémentaire, mais vous avez aussi travaillé les corps en prison dans la mise en scène, dans leur globalité, une espèce de chorégraphie générale. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mise en scène des corps telle que vous la percevez dans ce film ? Mais en fait, La Nuit des Rois, quand on parle de prison, la chose qui est en jeu, le premier élément qui est en jeu quand on parle de prison, c'est le corps. Parce que c'est le corps qui est enfermé. Et il suffit d'entrer dans une prison et d'aller voir la salle de gym ou la salle de sport et voir comment elle est pleine pour savoir que dès que la majorité des prisonniers rentrent en prison, la première chose qu'ils se demandent, c'est est-ce que mon corps va tenir ? Et c'est pour ça que j'ai mis la loi du Dangoro sur le corps. C'est-à-dire que quand le Dangoro est malade, il doit se donner la mort. C'est-à-dire que les prisonniers ne peuvent pas supporter un corps qui se détruit, un corps qui est en train de s'abîmer. Voilà. Donc ça veut dire que la prison, elle est vraiment sur le corps. Et le film, il est sur le corps et il est sur l'imaginaire. C'est-à-dire plus le corps est bloqué et plus l'imaginaire va extrapoler. Comme il dit Frantz Fanon, quand il analyse les rêves des Algériens en tant que psychiatre à Blida, un peu avant les années 60, il dit « Le rêve du colonisé est plein d'héroïsme. Il saute des immeubles, il franchit des rivières. » Voilà. Et je pense que le rêve du prisonnier aussi est complètement extrapolé. Il voit des reines, il voit des combats mystiques, il voit… Voilà. Et c'est comme ça que j'ai travaillé cet équilibre-là. Les chorégraphies, mais déjà on avait envie de montrer, avec mon chef opérateur Toby-Marie Robitaille, on avait envie de montrer la force créative de la jeunesse en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de danseurs,
Il y a beaucoup de gens qui s'expriment par le corps, donc on a fait un casting autour de ça. Et c'était surtout aussi pour dire que la prison n'était pas juste un lieu de narration, d'où l'histoire allait partir pour nous amener dans des flashbacks. La prison était un endroit où l'histoire devait être vécue, les corps devaient incarner cette histoire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ces chorégraphies qui ne s'appelaient pas chorégraphies au moment du tournage, qui étaient des joueurs, c'est-à-dire des gens qui jouaient ou qui rejouaient le récit. Donc, on vient de parler des corps. Je voudrais, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes linguiste de formation. Évidemment, ce qui vous a aussi beaucoup intéressé, c'est la langue en prison, les langues. C'est au cœur de vos préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents degrés de langage que vous avez souhaité mettre en scène dans le cadre de ce récit? Ben déjà, quand on regarde, pour moi, quand je regarde la majorité des films africains, je trouve que les personnages ne parlent pas dans leur langue. Et s'ils ne parlent pas dans leur langue, ben ils ne peuvent pas, leurs corps ne peuvent pas parler. Aujourd'hui, il y a un Français qui est revisité en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement. On parle d'une langue qui s'appelle le Nushi, c'est un argot. On peut dire langue, on peut dire argot. C'est une langue qui est faite de mots français, de mots anglais, de mots dioula, de mots bété, des langues nationales, des langues locales. Et c'est un mélange de tout ça avec des expressions aussi qui viennent du milieu des films karaté, des films d'action. Et voilà. Et donc c'est une langue très 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 imagée. Et pour moi, c'est une langue qui est parlée par la jeunesse, les jeunes qui sont pas, les jeunes de quartiers populaires qui n'ont pas fait beaucoup d'études et donc qui ne s'expriment pas en français soutenu ou en français courant, donc utilisent cette langue. C'est une langue qui est née devant le Nushi, c'est une langue qui est née devant les cinémas dans les années 80, parce que les jeunes qui traînaient devant les cinémas avaient besoin d'un langage codé pour s'exprimer. Et donc, c'est une langue qui va avec une gestuelle, avec une chorégraphie. Voilà, le mouvement Zigei a très bien porté ça en Côte d'Ivoire. Et donc, c'était important pour moi de restituer cette langue, puisque c'est la langue des jeunes qu'on trouve en prison. Voilà. Mais au milieu de ça, j'aime bien travailler des choses très stylisées. On le voit avec la lampe qui accompagne Roman, avec la veste que Roman porte, une sorte d'esthétisme comme ça. Et donc, le langage de Roman, c'est un langage qui est très écrit, qui est très raconté au milieu de ça. Et donc, l'enjeu, c'était de trouver la manière dont les deux langues allaient fonctionner ensemble. Il y a aussi la langue des gardiens, qu'on entend surtout au début, puis à la fin du film. Cette langue, c'est aussi comme un troisième niveau. Ben, la langue des gardiens, c'est la langue normale, c'est le français normal, c'est la langue administrative. Mais c'est pour ça que les gardiens sont très très vite expulsés du film, parce qu'en fait, ce que je raconte, c'est pas l'espace des gardiens, c'est pas un espace, c'est pas la prison quand elle est gérée par les gardiens, c'est la prison quand elle est gérée par les prisonniers. Un espace d'ailleurs, l'espace des gardiens, qu'on voit très peu, mais qui est très très restreint. Vous avez voulu mettre une mise en scène là-dessus, enfin mettre en place une mise en scène très étouffante pour les gardiens. J'ai voulu mettre les gardiens en prison, voilà. et donner l'espace de liberté aux prisonniers. Sur les structures narratives générales, le travail de scénarisation qui je pense a été très long, c'est un long travail que vous avez mené là-dessus. Le film, on peut le résumer en une phrase. C'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive en prison et qui doit raconter une histoire s'il veut survivre. Philippe, vous dites que vous avez toujours recherché dans votre travail, et en l'occurrence ici, la simplicité du haïku. Et à partir de là, vous aimez y attacher différents niveaux de complexité, comme un fil sur lequel on va tisser plusieurs niveaux de complexité. Là, je vous cite carrément. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Mais en fait, en cinéma, le fait de travailler sur des histoires qui sont simples ou qui se résument de manière simple, je pense que ce n'est pas forcément un manque de complexité, que c'est une force. Voilà. Aujourd'hui, on est d'abord obligé de nous adresser au spectateur. Le spectateur, il voit beaucoup d'images.
Moi, j'avais fait une projection à Abidjan, à l'Institut français, et tout d'un coup, j'étais au fond de la salle et je voyais mon écran, l'écran sur lequel passait mon film, c'était Run, et 300 téléphones portables qui brillaient dans les mains de tous les spectateurs. Et donc, en fait, même dans la salle de cinéma aujourd'hui, on est en concurrence avec d'autres images. Voilà. C'est-à-dire que les spectateurs ont leur téléphone, peuvent regarder leur téléphone. J'ai fait toute la projection, la première à Venise, avec un gars qui était juste à côté de moi, qui a allumé son téléphone au bout de 2 minutes et jusqu'à la fin du film. Et je n'ai pas osé lui dire quoi que ce soit. Voilà, parce que les spectateurs sont libres. Mais voilà, il y a cette concurrence-là. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une force, un récit qui n'est pas réducteur, mais qui arrive à se résumer ou à se dire en une phrase. Si on parle de Scheherazade, on peut raconter Scheherazade en une phrase. Si on parle de l'Odyssée, il y a beaucoup de grands récits qui peuvent se dire en une phrase ou en 2 phrases. En tout cas, très 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 vite, on peut cerner le propos de ces grands récits-là. Et c'est ça qui m'intéresse. Et à partir justement de cette simplicité-là que je vais chercher dans les haïkus, il y a Andrei Tarkovsky qui a fait tout un travail dans son livre Le temps scellé sur les haïkus, et il montre la simplicité et la force d'observation, de description. Et donc pour moi, j'essaye, quand j'ai une histoire, tant que j'arrive pas à une ligne pour résumer l'histoire, c'est que l'histoire elle n'est pas encore bonne. Parce que si je te dis, ouais bon c'est un gars, il arrive en prison, et puis bon, il attend son ami, et puis quand son ami arrive, il est obligé de raconter une histoire, ben là déjà, on s'est perdu. Voilà. Et justement, comme je raconte beaucoup d'histoires en même temps, en une seule histoire, et beaucoup de personnages, mais cette simplicité-là permet d'aller vers une complexité, mais le spectateur sait toujours quel est le propos. Donc, Roman raconte plusieurs histoires, enfin un grand parcours de vie dans lequel on peut distinguer plusieurs sous-parcours, on va dire. Donc, le Zamaking et le gang des microbes dans la Côte d'Ivoire contemporaine, et puis un récit un peu plus, on va dire, ancien, un peu plus traditionnel, et notamment ce qui nous donne à voir des scènes de préparation de combat d'une reine, d'un roi et de ses guerriers. Et j'aimerais qu'on regarde un extrait de cette portion-là des récits racontés par Roman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو كل شيء قدير. Alors, lorsqu'on a préparé la discussion, Philippe, vous nous disiez que souvent, quand vous présentiez le projet du film, on vous retournait comme commentaire que c'était un scénario ambitieux. Alors, peut-être que les financeurs potentiels faisaient référence à ces sections-là du scénario. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez, d'une certaine manière, voulu dire sur l'histoire plus traditionnelle, ou en tout cas les récits plus traditionnels de la Côte d'Ivoire? Ben, déjà, ce qui est fascinant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que dans le même pays, dans la même géographie, on peut trouver plusieurs temps. Voilà, ça c'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire qu'on peut être dans un village et vivre dans un temps très ancien, et on peut voir un élément très ancien dans un espace contemporain. Par exemple, les personnages qui marchent dans cet extrait, qui sont des chasseurs d'oiseaux. Donc c'est des vrais chasseurs d'oiseaux qui jouent leur rôle, qui jouent le rôle de soldats. Ben, ils ont des amulettes, ils ont des costumes qui datent de 20 ans, de 30 ans, qu'ils ont hérité de leur père, de leur grand-père, qui se transmettent. Ils ont des amulettes mystiques. Et si vous regardez, il y en a qui ont des chaussures Puma. Voilà. Et ça m'intéresse.
cette complexité-là, ce contemporain, voilà, qui vient rejoindre le traditionnel. Maintenant, cette séquence mystique, ce combat mystique, là on n'est pas allé au bout, mais de deux personnages qui s'affrontent en se transformant en animaux ou en objets, c'est important pour moi parce que raconter des histoires aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est important de les raconter avec l'imaginaire des Ivoiriens. Et l'imaginaire des Ivoiriens, c'est un imaginaire qui oscille, qui circule entre réalisme et fantastique, magique, entre les morts, les vivants, entre le visible, l'invisible. Les frontières sont très 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 minces. Et c'était important pour moi de traduire ça. Comme dans le réalisme magique, je m'appuie beaucoup sur ça parce que c'est les ouvrages, les romans de Gabriel Garcia Marquez, parce que c'est la manière dont j'arrive à le faire passer ici en Europe ou sur le continent américain. C'est par le réalisme magique qu'il y a déjà cette histoire-là. Mais c'est de dire que, voilà, en Côte d'Ivoire, dans notre imaginaire, la frontière entre ce qui est réel, ce qui est mystique, ce qui est irréel, ce qui est hallucination, toutes ces frontières-là ne sont pas aussi hermétiques qu'on peut le connaître. Alors, dans l'extrait, on a pu remarquer le personnage de la reine, qui est très important dans le film. J'aimerais en profiter pour que vous nous parliez du choix de la comédienne qui interprète la reine, Laetitia Ki. Ben, Laetitia Ki, c'est une plasticienne ivoirienne qui est connue dans le monde entier, hein, parce qu'elle est vraiment très, 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 très suivie sur les réseaux sociaux. Et c'est une plasticienne, c'est une actrice pour moi. C'est quelqu'un qui est très engagé au niveau des thèses féministes en Côte d'Ivoire. Et sa particularité, c'est qu'elle crée avec des coiffures. Voilà, c'est que son œuvre d'art, ce sont ses cheveux. Et les sculptures, elle fait de la sculpture avec ses cheveux. Et donc, en fait, c'est quelqu'un que j'ai connu comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne la connaissais pas personnellement. Et j'avais envie, dans ce casting, de lui faire appel parce que pour moi, c'est quelqu'un qui joue déjà puisqu'elle se met en scène. Et donc, je trouvais qu'elle pouvait très bien incarner cette reine et en même temps créer une référence comme ça par rapport au personnage qu'elle est. Alors, notre dernier extrait maintenant concerne le récit de Zama King dans les rues d'Abidjan en crise post-électorale. Alors, j'aimerais bien qu'on regarde cet extrait. Nous interrompons nos programmes pour vous donner connaissance de cette information qui vient tout juste de nous parvenir de la province de la Laurent Gbagbo a été pris avec son épouse, son fils, Michel Gbagbo. Vous voyez là donc les images de cette arrestation. Après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, Zama est devenu le bon petit des rebelles FSI. L'homme a tout fait des nouveaux maîtres du pays. La Côte d'Ivoire, la terre pour nous! Alors, ces images qu'on vient de voir, notamment, présentent l'arrestation de Laurent Gbagbo en 2011. C'est des images qui sont très connues à la suite donc d'un assaut des forces d'Alassane Ouattara sur sa résidence. C'était donc en 2011. Et aussi des forces françaises. Et aussi des forces françaises, évidemment. Donc, dans votre film précédent, vous faites la même chose. C'est quelque chose, c'est un procédé qui revient souvent dans votre cinéma. Et vous dites que vous aimez partir de l'histoire personnelle pour aller vers la grande histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette façon d'approcher l'actualité? J'aime bien les cinéastes qui endossent l'histoire de leur pays.
des cinéastes comme Raoul Peck, que j'ai eu à côtoyer aussi dans cette structure à Tria, des cinéastes comme Ritipan aussi, qui passaient dans cette structure, qui montaient, comme Fernando Solanas aussi, des réalisateurs qui à un moment font des films qui racontent un pan de l'histoire de leur pays. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je suis un grand fan de Fassbinder, et j'aime bien quand les personnages, en fait, vont heurter la grande histoire. Donc là, j'avais cette occasion dans La Nuit des Rois, parce que le vrai personnage de Zama, dont on raconte l'histoire, dont Roman raconte l'histoire, a été proche des rebelles, a servi les rebelles. Et donc, du coup, j'ai eu envie de raconter sa journée, de le faire entrer dans la rébellion le jour où il y a l'arrestation du président Laurent Gbagbo, parce qu'en fait, les forces rebelles sont passées de 2000 hommes à Abidjan avant l'arrestation de Laurent Gbagbo à 5000 après son arrestation. Tout le monde était devenu rebelle dès qu'il était arrêté. Donc voilà, je trouvais que c'était une sorte de journée d'euphorie comme ça, de journée complètement dingue. Et donc j'avais envie que mon personnage de Zama traverse cette ville et qu'en même temps il voit ses archives et que voilà, son destin soit scellé à l'histoire de la Côte d'Ivoire comme ça. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est votre manière de filmer Abidjan. J'aimerais qu'on parle de votre façon de filmer Abidjan, au-delà de l'importance que vous accordez évidemment à la représentation de cette ville en tant que grande métropole. Dans Chronique, dans Run, votre caméra serpente les rues d'Abidjan, elle suit vos personnages. Dans La Nuit des Rois, c'est le même procédé, effectivement, quand on suit Zama et son équipe, on serpente ces rues, mais vous ajoutez aussi des plans plus aériens qui sont vraiment sublimes à plusieurs reprises, au début, dans le récit. On retrouve beaucoup ces plans aériens qui englobent toute la ville vue de haut. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre manière générale de filmer Abidjan et de ces plans, notamment dans La Nuit des Rois? Mais Abidjan, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville dans laquelle j'ai grandi. Et donc, c'est une ville qui a une incroyable énergie. C'est une ville qui dort très peu, un peu comme le Caire. Voilà, c'est une ville qui tourne pratiquement 24 heures sur 24 et où on peut passer 48 heures dans le même bar avec 25 amis, avec 25 amis d'enfance. Enfin, voilà, c'est des sortes de bandes comme ça, de groupes comme ça et de virées. Donc, en fait, pour moi, Abidjan, c'est un peu un labyrinthe. C'est un peu un labyrinthe comme ça, et j'aime bien que mes personnages circulent là-dedans. C'est une ville qui est difficile économiquement. C'est une ville où il y a en même temps, il y a beaucoup de solidarité, en même temps, il y a beaucoup d'anonymat. Et c'est une ville qui est complètement dégradée. C'est-à-dire que vous pouvez partir, il y a un quartier qui s'appelle Beverly Hills, par exemple, qui est un quartier très, très, très chic où vivent beaucoup de ministres. Donc, vous pouvez être invité chez un ministre et à 4 heures du matin, vous rentrez en taxi et vous traversez toute la ville. Et là, tout doucement, la ville, elle se dégrade jusqu'à des bidonvilles. Voilà, donc c'est cette surface-là. Comme aussi dans le film La Cité de Dieu, j'avais envie de montrer cet Abidjan-là, fait de quartiers populaires, fait de labyrinthes, de rues, mais en tant que réalisateur, par rapport à Run, qui était un film qui sortait vraiment du documentaire, qui était en corps à corps comme ça avec le personnage, là, j'avais envie d'utiliser aussi des nouvelles techniques d'écriture, qui sont l'écriture du drone, parce que c'est toujours intéressant en tant que cinéaste, et de donner une sorte d'élévation par rapport à cette ville, de faire décoller ce récit, de le faire partir comme ça, parce que Roman, il est obligé de faire rêver les prisonniers s'il veut survivre. Et donc, il fallait trouver cette écriture un peu plus épique, un peu plus légendaire, pour qu'on puisse flotter dans cette histoire. J'aimerais qu'on évoque aussi votre travail au niveau des figurants. Ils sont très nombreux en prison. Comment ça s'est passé? Je pense que c'est quelque chose que vous avez fait pendant plusieurs mois. Et où vous les avez trouvés, ces figurants? Déjà, sur mon plateau, pour moi, la notion de figurant, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je filme quelqu'un, il est acteur. Voilà, il est acteur peut-être pendant 2 secondes, mais il est acteur.
cette théorie du premier plan qui est dirigé par le réalisateur, du second plan dirigé par le premier assistant et du dernier plan, de l'arrière-plan qui est dirigé par le stagiaire réalisation, j'y crois pas. Je dirige tout ce qui est dans mon image. Donc mes assistants, ils travaillent pour amener cette image-là. Mais tout ce qui est dans mon cadre, c'est moi qui le dirige. Donc en fait, c'était important que les figurants apportent une vraie énergie dans cette prison, parce que c'est eux les répondeurs, si j'ose dire, de ce récit. Si Roman raconte son histoire, mais que les prisonniers ne réagissent pas au bon moment et ne mettent pas cette pression et ne mettent pas cette énergie des corps, ben en fait, le récit de Roman, il va devenir très 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 plat. Donc on est allé chercher ces figurants dans des milieux à Abidjan où il y a beaucoup d'ex-détenus, dans certains fumoirs de drogue et tout ça, et on avait 25% des prisonniers, de nos figurants prisonniers, qui étaient des anciens détenus. Et donc ça a apporté une véracité au récit, parce que dans les corps, dans la manière de se tenir, et il y en a qui étaient devenus même nos conseillers sur le plateau, qui nous disaient, ben voilà, à la Maca, on ne peut pas allumer un ventilateur la nuit, parce qu'avec la forêt, il fait déjà froid. Voilà, des choses comme ça. Donc on travaillait ensemble, et ils ont apporté beaucoup d'authenticité au film. Alors, on a évoqué les comédiens Steve Tienche pour le Dangoro, Laetitia Key qui interprète la reine. Il y a aussi un personnage très énigmatique, Silence, qui est interprété par le comédien français Denis Lavant. Vous pouvez nous parler de ce personnage et de votre travail avec Denis? Ben, le personnage de Silence, c'est le seul blanc de la Maca. Parce qu'en fait, quand j'étais enfant et que j'allais à la Maca, mais il y avait quelques blancs à la Maca, il y avait quelques femmes blanches aussi à la Maca. Et je me souviens notamment d'une femme qui avait une voix très particulière et que je reconnais, et qui, dès qu'elle arrivait dans la salle du parloir, elle commençait à dire bonjour et je reconnaissais toujours sa voix. Et donc j'avais envie aussi, cinématographiquement, de dire, ben, si c'est un film et si c'est du cinéma que nous faisons en Côte d'Ivoire, ben, on peut aussi inviter des acteurs qui viennent d'ailleurs. Denis Lavant, c'est un acteur avec qui j'ai travaillé, comme vous l'avez dit, dans mes premiers courts-métrages. Le passeur, Affaire Libinski, il occupait le rôle principal. Et Denis Lavant, c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup, qui me parle des rôles qu'il joue au cinéma, qu'il joue au théâtre, de comment il les aborde, qui me fait lire des textes, qui écrit aussi des choses sur son travail. Donc on est dans un échange comme ça et je dirais que c'est lui qui m'a appris, en le dirigeant, à diriger les acteurs. Voilà, parce que quand j'ai commencé à travailler avec lui, je ne savais pas comment diriger un acteur. Et donc je le regardais quand je lui donnais une indication qui était un peu imprécise. Ben, je regardais qu'est-ce qu'il en faisait, comment il se l'appropriait et comment il l'interprétait. Et voilà, donc j'avais envie qu'il passe du côté de mon cinéma ivoirien aujourd'hui, de tracer cette ligne-là. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et le rôle a été écrit quand même en pensant pas mal à lui, dès le départ. Alors, il y a une expression qui est assez intéressante lorsqu'on on travaillait cette discussion. Vous avez dit que le film était, que vous aimiez travailler au sein d'un laboratoire de mise en commun d'expertise francophone. Alors, La Nuit des Rois, c'est une coproduction entre 4 pays. La Côte d'Ivoire, le Canada, le Québec en particulier, la France et le Sénégal. Et je crois qu'au niveau de l'équipe des techniciens, il y avait, pour parler plus précisément de l'implication québécoise, un certain nombre de techniciens originaires de Montréal. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment s'est passé le travail à ce niveau? Ben, la Nuit des Rois, effectivement, c'est une mise en commun de 4 à 5 pays francophones. Parce que les coproducteurs, c'est la France, le Québec, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais il y a eu aussi plusieurs techniciens burkinabés du Burkina Faso qui étaient sur le plateau, une technicienne malienne, la maquilleuse, la chef maquilleuse. Donc en fait, parce que c'est difficile de réunir une équipe au niveau international sur un seul pays en Afrique de l'Ouest. Donc il faut réfléchir en termes de région. Voilà, donc si vous voulez faire du cinéma, un long métrage international en Côte d'Ivoire, mais il faut réfléchir sur toute la sous-région. Et c'est intéressant parce que ça ramenait
ça ramenait des compétences. Et moi, mon objectif, ce n'est pas d'avoir que des chefs de poste européens ou américains ou canadiens, et d'avoir des assistants qui sont africains. Voilà, c'est important pour moi qu'il y ait des chefs de poste africains, qu'il y ait des chefs de poste qui ne sont pas africains. Et donc, dans chaque équipe, pratiquement, il y avait des Québécois et il y avait des Burkinabés et des Ivoiriens. Voilà, donc toute l'image a été faite par les Québécois. Voilà. Le montage aussi a été fait à Montréal par Aube Foglia. Sur le tournage, c'était Toby-Marie Robitaille. Et on a vraiment travaillé ensemble. C'est-à-dire que l'assistant qui portait la caméra derrière ou qui travaillait avec Toby, ben, il avait ses assistants, mais il avait des assistants qui étaient très proches de lui, qui venaient du Burkina. Et pour moi, c'est important ce mélange-là, cette fusion, parce que tout le monde apprend de tout le monde. Voilà. Et quand ça marche, ça donne un plateau très, très, très créatif où les gens sont curieux parce qu'on est toujours en train de se demander « mais toi, tu dis ça comment dans ta langue et toi, tu vois ça comment ?» Et donc, tout le monde est ouvert en fait à l'autre. Et donc, ça bénéficie. Ça fait que le film en bénéficie. Voilà. Donc, il y a eu ce travail entre la Côte d'Ivoire, la France, le Sénégal et le Québec qui a vraiment fonctionné. Et donc, c'est un exemple de coproduction, je dirais. Alors, via votre société qui est, je crois, un collectif, Wasakara Productions en Côte d'Ivoire, vous êtes producteur aussi. En 2012, vous avez soutenu un jeune réalisateur ivoirien, Lonesome Solo, pour son film La Jassa a pris feu, qui a notamment été montré cette année-là au Festival de Toronto, le TIFF. J'aimerais vous entendre parler de l'évolution du jeune cinéma ivoirien aujourd'hui. Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Ben, le cinéma ivoirien aujourd'hui est assez, je dirais, assez dynamique dans le sens où il y a des tournages. Voilà. Donc il y a des tournages. Il se trouve que c'est beaucoup de séries, plus que des films de long métrage. Mais aujourd'hui, je peux vous citer 5-6 jeunes réalisateurs en Côte d'Ivoire et des réalisateurs plus âgés aussi, de ma génération, comme Owell Brown, comme Jacques Traby, comme... bon, là, j'oublie les noms dès qu'il faut en parler. Mais voilà, il y a Andy Mello, il y a Olivier Koné, il y a Alex Ogou. Voilà, aujourd'hui, il y a Alexandra Hamon, il y a aussi des réalisatrices, il y a Marie Hamon. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de productions qui se font en Côte d'Ivoire dans la série, qui est un espace où on peut inventer des choses. Il y a des techniciens aujourd'hui qui progressent en Côte d'Ivoire, qui vivent de leur métier. Il y a des acteurs qui vivent de leur métier. Et donc, voilà, il y a une industrie qui est en train de se mettre en place parce que du coup, il y a des loueurs aussi qui apparaissent de caméras, de matériel lumière. Et donc, on est en train de fabriquer une industrie. Mais je dirais que pour moi, le cinéma ivoirien qui avait connu une grande époque dans les années 80-90, qui avait complètement disparu avec la guerre, et quand on a tourné Run en 2012-2013, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu un long métrage tourné en Côte d'Ivoire, un long métrage ivoirien. Donc là, les choses sont reparties. Aujourd'hui, je dirais que j'attends que le cinéma ivoirien soit plus curieux, que dans les histoires, qu'on regarde plus la société, parce qu'on est dans une société qui a beaucoup d'histoires, et souvent, on reste un peu sur des histoires d'amour qui sont un peu toujours les mêmes. Je souhaite au cinéma ivoirien ce qui est arrivé au cinéma argentin et au cinéma iranien, c'est-à-dire s'emparer d'histoires simples, de personnages forts de notre quotidien, et les filmer dans leur simplicité. Par rapport à votre projet précédent, Run, je crois qu'il y avait une volonté de votre côté, quand vous êtes engagé dans le projet de la Nuit des Rois, de simplifier les lieux de l'action, de revenir peut-être en tout cas pour le corps principal du récit, une unité de lieux, même si, on l'a dit tout à l'heure, vous ajoutez différentes complexités. Est-ce que vous travaillez est-ce qu'on peut parler de votre prochain projet et surtout, est-ce qu'il sera guidé par le même objectif d'unité de lieu, ou est-ce que vous allez vers
quelque chose de très différent. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais, en tant que réalisateur qui ne fait pas beaucoup de films, en tout cas qui prend son temps pour faire les films, c'est important pour moi que chaque film soit une vraie étape et ne soit pas la redite du film d'avant. Voilà, donc il y a, en même temps, il y a des similitudes entre La Nuit des Rois et Run, et en même temps, il y a un jump complètement abyssal entre les deux films. Aussi bien dans l'esthétique, dans l'écriture, dans l'immersion qu'on cherche à donner aux spectateurs. Et donc j'espère que le prochain va venir encore de nulle part pour moi, parce que la première personne qui doit être surprise par une histoire, c'est le réalisateur, c'est celui qui la raconte. Si je ne suis pas surpris par une histoire et que je déroule mon petit fil comme ça gentiment, mais comment je veux que des gens qui viennent payer leur place soient surpris par cette histoire? Donc j'attends. Aujourd'hui, les histoires, je ne vais plus les chercher. J'attends qu'elles arrivent. Voilà, j'attends qu'elles arrivent. L'histoire de Run, elle m'a été donnée quand je faisais chronique par un jeune patriote qui m'a dit « Moi, j'ai 3 vies. » Et j'ai eu envie de raconter par la fiction ces 3 vies. L'histoire de La Nuit des Rois, elle m'a été donnée par un ami d'enfance qui m'a dit « En prison, il y a un roman qui raconte des histoires. » Donc là, aujourd'hui, il y a des propositions, il y a des envies, il y a un réel intérêt de La Nuit des Rois qui fait qu'il y a des propositions. On pense à des séries, on pense à un long métrage. Moi, j'avais envie de faire un film d'arts martiaux qui raconte les indépendances africaines. Voilà. Mais pour l'instant, c'est une idée, c'est pas un scénario. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis plus aujourd'hui dans l'accompagnement du film La Nuit des Rois, dans les festivals, dans les interviews. Et donc, j'attends que quelque chose se déclenche, mais sans pour autant en faire une recette. Philippe, on vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. On a très hâte de voir vos prochains travaux. Cinémania, encore une fois, est heureux de pouvoir présenter le film pour sa première québécoise. Je le rappelle, le film est présenté en préouverture le 4 novembre, mais aussi on a voulu vraiment aller plus loin, donc avec cette discussion pour proposer une expérience plus globale. On a également un documentaire qui est produit et coproduit avec différents partenaires par Cinémania, qui va revenir sur le processus de création de La Nuit des Rois. Et finalement, comme je le disais au début, nous représenterons Chronique. Alors, je vous remercie, Philippe, pour votre temps aujourd'hui. On aurait beaucoup aimé vous avoir à Montréal, mais là, je crois qu'on offre aux spectateurs une belle possibilité, encore une fois, d'approfondir le sujet. Je remercie l'Institut français, le Consulat général de France à Québec, qui sont nos partenaires dans cette discussion, l'équipe de On the Air, qui ont contribué à la réalisation, les producteurs, Delphine Jacquet de Banshee Films, les Québécois également, Yannick Letourneau, Pierre Villeux-Pellet et de Périphéria Film, ainsi que le distributeur. Le film sera diffusé au Canada. Armand Lafont s'en charge de Axia Film. Donc, je souhaite à La Nuit des Rois un très beau parcours un peu partout dans d'autres festivals à travers de nombreux pays. Merci Philippe et à très bientôt. Merci à vous.